Salut à tous, bienvenue à votre émission 100% Olympique Lyonnais, 0% langue de bois. Lui, ce n'est pas un politique, en tout cas, il essaye de donner son avis. C'est notre consultant des chocs, Nicolas Pudebois. Salut Nico. Salut Razik, salut à tous. Pas un politique, j'ai dit, je sais pas en fait. Hein, mais... non, j'évite, mais ouais, écoute. À bon entendeur. On essaie d'être objectif, exactement. Romain Sartre, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, notamment, défenseur, ancien défenseur. Salut Romain. Salut Razik. Qu'est-ce que tu deviens d'ailleurs, Romain? Ça y est, fini raccrocher les crampons maintenant. On parlait un peu tout à l'heure avec Nico. Il y a un temps pour tout. La gestion de patrimoine maintenant depuis un peu plus de 2 ans, voilà. Gestion de patrimoine. Ouais. Nico, tu connais ce Ouais, je connais un peu. travail. Ouais, je suis passé par là. Gestion de patrimoine, on va pas parler de patrimoine, on va parler de la crise à l'Olympique Lyonnais, une défaite, oui, on en avait parlé avec Robert Valette, pourtant Robert il disait, oh Dijon, oh, quand même, on va pas perdre contre Dijon, et ben voilà, défaite 3-1 contre Dijon à domicile, et puis il y avait aussi l'élimination en Coupe de France, demi-finale de Coupe de France contre Rennes, c'est la cata Nico, c'est la crise, on peut le dire, en n'ayant pas peur des mots. Ouais, c'est la crise, c'est surtout une semaine noire pour l'OL, très compliqué en termes de résultats, très compliqué en termes de communication. Quand on met pas l'attitude et les ingrédients pour gagner un match, bah, on le perd. C'est impensif, mais c'est la vérité. J'ai vraiment pas aimé l'attitude des joueurs, que ce soit sur cette demi-finale de Coupe de France et encore moins face à Dijon. Voilà, on a des joueurs qui n'ont pas respecté le maillot qu'ils portaient et ça me déçoit beaucoup. Et ça te déçoit beaucoup, Romain, j'imagine même son cloche, forcément déçu. Ouais. En tant que Lyonnais, supporter de l'Olympique Lyonnais, ancien joueur, de voir justement, lorsqu'on voit encore une fois, on voit le potentiel. En fait, ce qui est agaçant, on ne cesse de le répéter, c'est de voir ce potentiel et de voir des joueurs pas au niveau. Ouais, c'est un peu ça. Après, moi, personnellement, j'ai vu que j'étais au stade pour la demi-finale, donc ouais, super déçu. L'état d'esprit, c'est sûr que l'état d'esprit, on le répète, que qu'on soit en deuxième division, en première, en Ligue des Champions, c'est primordial, c'est très très important. Et là, c'est clair que sur ces 2 matchs, en tout cas, surtout celui mardi que moi j'ai vu, l'état d'esprit, il n'était pas là. Et quand l'état d'esprit, il n'est pas là, bah, c'est compliqué de gagner un match. Après, ouais, déçu et un peu ce fil rouge qui traîne depuis certains temps, c'est cette irrégularité chronique incroyable de cette équipe, quoi. Ouais, après, on peut pas toujours tout expliquer, c'est ce qui fait un peu la beauté du football, mais c'est vrai qu'on attendait mieux et on n'a pas eu ce qu'on attendait. On parle de potentiel, mais est-ce qu'ils ont un réel potentiel ces joueurs-là en définitive? Est-ce qu'on les voit pas plus beaux que ce qu'ils sont? Parce que c'est bien d'être un bon joueur footballistiquement. Hatem Ben Arfa, c'est un très très bon joueur, mais je pense que s'il n'a pas fait la carrière qu'il aurait mérité, c'est peut-être parce qu'il lui manquait des ingrédients pour être un super joueur. Et je pense que dans cette équipe, il y a peut-être de ça aussi. C'est-à-dire qu'individuellement et techniquement, ils sont peut-être très bons, mais peut-être que tactiquement et mentalement, il leur manque encore des choses pour atteindre le très haut niveau. Mais par exemple, si on compare l'effectif lillois à l'effectif lyonnais, on est obligé... sur le papier, Razik. Sur le papier, de dire mais sur le papier, c'est quoi la vérité? C'est le papier ou c'est le carré vert? Ah, moi, je préfère des joueurs moyens, peut-être un peu moins bons techniquement, peut-être avec moins de talent, qui brillent un peu moins, mais par contre, qui se lèvent le cul, quoi. Qui vont mouiller leur maillot, désolé pour l'expression, mais voilà, qui mouillent le maillot, qui ont le charbon, qui ont envie, qui se battent pour le coéquipier, qui ont un objectif commun, un peu moins bon, mais qui se bat pour son partenaire et pour ses supporters. Lille n'a pas perdu, Lille a empoché 1 point, même s'il n'a pas gagné. On voit le classement, fort heureusement. Ouais, bien sûr. Marseille qui a perdu. Est-ce que, encore une fois, on doit s'inquiéter? C'est vrai qu'on posait cette question au début pour la 2e place. Ouais. Maintenant, la 3e place, est-ce qu'on doit s'inquiéter, messieurs, encore une fois? Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour cette 3e place? Je pense que s'il se focalise vraiment sur cette place-là, je pense que ça va être compliqué. Il faut qu'il se focalise simplement à faire le meilleur match possible déjà vendredi, prendre 3 points, et puis après on verra samedi prochain où on en est. Mais il reste 7 matchs, je crois. C'est ça, 7 matchs. Non, enfin, ça fait encore beaucoup de matchs, donc il faut déjà gagner vendredi, après récupérer, puis on verra pour le week-end d'après. Ça fait un peu langue de bois, un peu toujours le même discours, mais au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment court terme, et c'est vraiment ça. Reprendre les fondamentaux, il a tout à fait raison. Là, c'est pas dans leur malchance, dans leur mauvaise attitude, ils ont l'opportunité de maintenir l'écart au classement parce que Saint-Etienne n'a pas fait le boulot, parce que Marseille n'a pas fait le boulot et parce que Lille a manqué l'occasion. Mais Saint-Etienne revient quand même, 6 points. Ah, ils ont pris 1 point ce week-end, Razik, c'est juste ça. Voilà, nous on fait du surplace, mais les autres aussi n'avancent pas beaucoup. Donc voilà, malgré cette semaine de crise ou en tout cas de grandes contre-performances, voilà, on a quand même, on aurait pu. Parce que pour moi c'est inconcevable de perdre contre Dijon de cette manière-là, qui est dernier du classement, qui n'avait pas gagné depuis le mois de janvier, qui n'avait pas gagné à l'extérieur depuis le mois d'août. Tu me reprends à chaque fois lorsque je te le dis. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de faute professionnelle? Tu n'aimes pas que j'emploie ce terme-là, mais à un moment donné, lorsque tu es l'Olympique Lyonnais, tu ambitionnes de disputer la saison prochaine la Ligue des Champions et d'aborder la rencontre comme elle a été abordée contre Dijon, peut-on parler de faute professionnelle, Nico Pudebois? Oui, on va dire oui, parce que de toute façon, on ne pouvait pas mieux entamer le match que ça. Au bout de 40 secondes, on mène 1-0. Donc,
malgré l'élimination en milieu de semaine, voilà, on montre qu'ils auraient pu nous montrer qu'ils avaient remis la tête à l'endroit et qu'ils avaient à cœur de se racheter au bout de 40 secondes. Et puis 2 minutes après, on se rend compte qu'en fait, on est dans les mêmes travers et hop, on nage dans la même mascarade que depuis le début de saison. Donc c'est chiant. C'est chiant. Romain, je t'ai vu réagir un petit peu. Ouais, non, après, c'est difficile parce qu'on a vraiment l'extérieur, on n'est pas à l'intérieur, on ne sait pas dans quel état physique étaient les joueurs, dans quel état aussi mental ils étaient et tout. Mais voilà, c'est des professionnels qui tendent à jouer le haut du panier en championnat français. Donc déjà, en termes d'état d'esprit, c'est pas possible de faire des matchs comme ça. Voilà, c'est déjà, ce que j'allais dire. Là, ça, c'est pas possible. Tu peux être moins bien ou être moins bon ou être perturbé par une élimination. Mais tu peux pas avoir adopté cette attitude-là et manquer de respect à tes supporters, de pas mouiller le maillot, de lâcher les matchs, quoi. Après, des fois, tu sais bien. C'est le dernier du championnat. Des fois, tu sais bien que tu veux te rattraper, puis le match il se passe, et puis tu n'arrives pas à faire ce que tu avais prévu de faire. Pourquoi? Des fois, tu peux pas l'expliquer. C'est un peu le football. Mais c'est clair qu'il y a quand même des joueurs qui ont des statuts et qui ont une telle expérience et un tel niveau. C'est eux qui doivent entraîner et qui doivent justement surnager quand l'équipe elle est en galère. Ça, c'est clair. Et ces joueurs-là, manque de leader. Ces joueurs-là, ils ont pas été présents. Et c'est sûr, dans les grands matchs, on a besoin d'eux, c'est clair. Mais quand on n'est pas bien, c'est encore plus là qu'on a besoin d'eux. Pour moi. Là, on n'a personne sur qui s'appuyer. Malgré un bon gardien, on ne cesse de le répéter, dans l'état d'esprit sur et en dehors des terrains. L'Olympique Lyonnais a encaissé 63 buts après 46 matchs officiels sur l'exercice 2018-2019. Ils avaient encaissé 61 buts en 53 rencontres officielles. La saison passée, l'OL encaisse beaucoup de buts. Trop de buts, Nico. Oui, beaucoup trop de buts. On a Anthony Lopez qui est exceptionnel depuis le début de saison. On a pour moi Jason Denayer qui est plutôt une bonne pioche. C'est un bon joueur. Qui n'a pas été bon contre Dijon. Disons les choses. Oui, non, mais c'est sûr. Mais voilà. Et le facteur d'expérience de cette défense, normalement, est censé être Marcelo. Et la DSL. C'est celui qui. Et on cherche la fibre, c'est ça? On cherche la fibre, ouais. Et la DSL, je suis gentil. Après, je pense que. La vitesse vous manque. Je pense aussi que voilà, c'est un peu le pendant, c'est-à-dire qu'on marque aussi beaucoup de buts, on se crée beaucoup d'occasions. Il y a un gros problème d'équilibre dans cette équipe, ça c'est clair qu'on ne peut pas prendre 2 fois 3 buts comme ça en 4 jours à la maison. Moi en tant que défenseur, ça me paraît impensable. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un peu les propos de Bruno Genesio, c'est-à-dire quand on a stigmatisé la charnière centrale, il a dit oui, c'est vrai, mais pas que la charnière centrale. Ça veut dire les premiers défenseurs sont les attaquants. Les premiers défenseurs sont les attaquants. Après, on sait bien qu'à Lyon, depuis quelques années, depuis qu'en gros, puisque j'ai connu les Sidney et tout, qui défendaient énormément, il y en a plus trop des ils se battaient pour l'équipe. C'est clair. Après, c'est un projet de jeu, c'est quelque chose de différent, ou peut-être qu'on sait pas tous toujours pareil, mais c'est clair qu'on peut pas non plus incriminer que les défenseurs ou même le gardien, parce qu'en plus il fait une super saison, mais il y a quand même un problème d'équilibre dans tout ça, je pense. Même si, individuellement parlant, Marcelo, c'est pas possible, il n'a pas le niveau pour l'Olympique Lyonnais, il faut le dire les choses aussi. On a prolongé ce joueur. Lorsqu'on voit sur la saison son rendement, il rate complètement la saison, ça c'est sûr. Par rapport au Marcelo qu'on a pu voir l'année dernière, ou en tout cas en début d'année dernière, là c'est sûr que c'est pas. Il vaut mieux mettre un jeune du centre de formation aujourd'hui et le former et qu'il fasse des erreurs pour apprendre que Marcelo qui a cet âge-là et qui, aujourd'hui il est plus en fin de carrière qu'en début de carrière. Moi je préfère un joueur qui se loupe, mais pour essayer de progresser et qui va retenir les leçons de son erreur, plutôt qu'un Marcelo qui normalement est censé stabiliser cette défense, apporter son expérience, sa sérénité, de l'expérience. Voilà, aujourd'hui, il tire plutôt ceux qui sont autour de lui vers le bas, quoi. On l'a vu avec Gênes hier contre Dijon. C'est vrai que je te rejoins un peu Nico là-dessus. Moi, c'est vrai que ce que je comprends pas, c'est qu'on est quand même l'un des meilleurs centres de formation d'Europe maintenant, je crois, en termes de cotation et tout, en termes de joueurs, je pense que il y a un moment, il faut faire jouer un petit peu des jeunes, voilà. Offensivement, on peut très bien faire jouer des jeunes. Au milieu de terrain, on peut aussi faire jouer des jeunes. En défense centrale, on peut aussi faire jouer un jeune. Si on attend qu'il ait 150 matchs pour pouvoir le mettre. Non, mais surtout je trouve que c'est dommage. Et quand on est à niveau égal, comme ça, à niveau égal, je préfère qu'on fasse jouer un jeune qui va se louper mais qui va progresser qu'un Marcelo qui va décliner parce que par rapport à son âge, par rapport à sa fin de carrière et ainsi de suite. Donc voilà, à performance égale, mettons un jeune aujourd'hui. Vous le savez, c'est votre émission #TKYDG. On vous a interrogé, on vous a demandé vos coups de cœur, vos coups de gueule. On a sélectionné 2, donc un coup de cœur. On va commencer par le coup de cœur, on va essayer de positiver un petit peu. On a l'OM qui nous dit « Coup de cœur, enfin les spectateurs au Parc OL haussent la voix et montrent leur mécontentement. » Donc ça, c'est le coup de cœur. Après, vous allez réagir après, messieurs. Ouh là là, il est chaud, Nicolas Pillebois, il est chaud. Tu vas réagir après. Et coup de gueule, c'est Anne Aucher. On salue Naocher, une fidèle aussi. Coup de gueule qui gonfle depuis un bail. Fekir capitaine, c'est inadmissible. Le comportement qu'il montre, aucune révolte, aucune ouaille sur le terrain pour mobiliser tout le monde. Aucun salut envers les supporters. Casper devant la presse. Dehors,
Et puis c'est tout. Elle est en colère là, nos chers. Alors, on va commencer par le coup de cœur sur les supporters. C'était ironique forcément. Oui. Tu n'es pas d'accord, Nico? Pourquoi? Non mais, c'est pas que je suis pas d'accord, mais c'est qu'on peut pas mettre qui se révoltent, qui soient pas contents et tout ça. Voilà, c'est une manière de montrer leur mécontentement. C'était ironique, je pense. Non mais bien sûr. Voilà, c'est pour ça que c'est difficile pour moi de mettre ça dans les coups de cœur. Ils ont répondu de la manière. Enfin comment dire, c'est compliqué parce que du coup je suis assez d'accord avec leur mécontentement. Ils ont le droit, ils ont le droit de s'exprimer et ils l'ont pas fait depuis le début de saison. Ils ont plutôt été un vrai soutien pour cette équipe depuis le début de saison. C'est plus le fait que ce soit dans les coups de cœur que ça me dérange, mais après si c'est ironique, du coup on est plutôt d'accord. J'imagine que c'est ironique. On est plutôt d'accord sur le fait que ils ont mis du temps à exprimer leur mécontentement et que je comprends pas la réaction du président Aulas qui dit qu'ils ont tiré contre leur équipe. Enfin, voilà, moi ça m'agace un peu de la communication en ce moment. On va en parler. Le coup de... Alors juste, on va voir pendant les banderoles, parce que je suis en train de penser aux supporters. Anthony Ravas qui réalise cette émission va vous montrer justement 2-3 banderoles. Il va défiler 2-3 banderoles justement du COP Virage Nord et du Virage Sud lors de ce match contre Dijon. Ils sont plutôt patients, parce que nous, on les a connus à une période où, même si c'était à une époque où on gagnait, ils mettaient beaucoup moins de temps à réagir et à nous faire comprendre qu'on n'était pas dans les clous quand même. Ouais. Messieurs Fekir, on va parler maintenant de foot, sur le coup de gueule de la fameuse Anne Aucher, qui est une fidèle en plus de l'émission. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec elle? Ouais, ça rejoint un petit peu moi ce que je te disais il y a 5 minutes. C'est sûr que Fekir, on attend vraiment de lui que c'est quand même l'international de cette équipe. Champion du monde, voilà, ça c'est un statut, mais en termes de performance, c'est l'un des seuls dans l'équipe qui a le niveau Ligue des Champions, le niveau Ligue des Champions plus pour aller chercher les quarts finales, tout ça. Et dans des matchs comme ça, c'est lui qui doit tirer l'équipe, c'est lui qui doit. Puis en plus, il a le rôle de capitaine. C'est pas juste avoir un brassard, il y a beaucoup de responsabilités et beaucoup aussi de devoirs sur le terrain et en dehors du terrain. Et là, c'est vrai que sur ces 2 matchs-là, on attendait énormément de lui, enfin beaucoup plus de lui, qui prenne vraiment ce rôle à cœur et qui gonfle son équipe. Après, s'il était peut-être out physiquement, j'en sais rien, c'est pas grave, mais au moins qu'on le sache, il joue pas, on fait jouer quelqu'un d'autre. Voilà, mais là, on a vraiment senti, moi j'ai trouvé moussé, vraiment cuit complet, plus que dans l'attitude. Après, des fois, quand on est complètement cuit dans l'attitude, c'est aussi compliqué, mais il doit quand même montrer... moi, je trouve vraiment autre chose après. Nico? Ouais, mais il y a un vrai manque de leader, un vrai manque de leadership. On le savait par rapport à Nabil, que c'était un leader technique, mais peut-être pas un leader de vestiaire, qui se forçait pour devenir ce leader de vestiaire. Malheureusement, c'est quand le bateau coule qu'on a besoin d'un capitaine, qu'on a besoin de quelqu'un qui garde le cap et qui essaye de nous emmener à notre objectif. Là, pour le coup, on peut s'appuyer sur personne dans cette équipe. Peut-être Anthony Lopez, mais il a perdu ce rôle de vice-capitaine. En plus, il n'est même plus vice-capitaine. Donc, Alors, Nico, je vais te lancer. Là, tu me donnes le bâton. J'ai envie de te questionner. Est-ce que finalement, il ne fallait pas laisser Anthony Lopez capitaine, justement, lorsque tu vois son investissement, encore une fois, sur le terrain et en dehors? Alors effectivement, c'est un poste spécifique parce que c'est gardien de but, mais en même temps, c'est vrai qu'on voit que lui, entre guillemets, comme on dit à Lyon, il prend la mort lorsqu'il encaisse des buts et lorsque son équipe elle perd. Lui, il fait le tour, effectivement, il respecte ses supporters. Contrairement à d'autres. En conférence de presse, il est présent et n'hésite pas justement à dire on a été nul, c'est inadmissible, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Finalement, c'est le seul dans cette équipe. Clairement. C'est le seul qui. Donc, est-ce qu'il ne fallait pas lui laisser le brassard de capitaine, Nico? C'est responsabilités. Je pense que quand on donne le brassard à un gardien de but, on se coupe d'une deuxième voie sur le terrain. Anthony Lopez n'a pas besoin d'avoir le brassard pour être un leader il est légitime par ses performances et par son attitude et par son caractère pour être un leader dans cette équipe. Lui donner le brassard, c'est regrouper beaucoup de responsabilités sur un seul homme et c'est décharger tous les autres des responsabilités qu'il pourrait avoir. Les Memphis, les Nabil Fekir et compagnie qui revendiquent un statut. Alors Nabil le revendique peut-être pas, mais les mecs qui revendiquent un statut et une légitimité alors que dès qu'on leur demande d'être performants sur le terrain, ils le sont pas. Moi, c'est plus que j'estime que le football, ça se joue. Il faut 11 leaders sur un terrain. Il n'en faut pas un, il n'en faut pas deux. Il n'y a pas que le capitaine et le gardien de but ou le défenseur central qui doit. On doit tous être leaders à son poste. Mais en fait, moi, ce qui me manque dans cette équipe, c'est l'objectif commun. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces joueurs-là, à part d'être alignés avec le même maillot sur le terrain aujourd'hui? Et pour être tout à fait aujourd'hui, ils en ont rien à foutre. Ni des supporters, ni du club. Ils sont juste là pour leur objectif personnel. C'est-à-dire, Memphis, aller dans un des top 5, mais fais briller le collectif et tu brilleras individuellement. Au lieu de vouloir briller individuellement et vouloir communiquer, que ce soit toi seulement qui soit mis en avant. Fais briller le collectif. Et si le collectif brille, à ce moment-là, les individualités, elles en sortiront grandies. Et elles auront les opportunités pour... C'est ce qui se passe à notre époque, faut pas rêver. On n'était pas meilleur que les autres. Juninho, au départ, c'était un leader, mais il a progressé parce qu'il avait un objectif commun avec ses coéquipiers, c'était d'être champion de France et d'aller loin en Coupe d'Europe. Et puis au fur et à mesure, en faisant progresser les gens autour de lui, il a progressé et il est ressorti du lot. Voilà, c'est comme ça qu'on fait gagner un collectif. Et pour être transparent, Nico, ça fait plusieurs mois que tu le dis.
Tu le dis même en dehors, hein, tu nous le dis en dehors de cette émission en disant tu sens pas. On va pas se répéter. Mais tu dis que tu sens pas une équipe. Tu sens pas des gens qui se. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de lien, il y a pas. Est-ce qu'ils font des choses entre eux en dehors de ce qui se passe sur le terrain? Ça m'étonnerait. Ils vivent pas ensemble, ils se connaissent pas. Ils ont pas d'affinité. Si t'as pas d'affinité en dehors du terrain, c'est compliqué d'en créer sur le terrain. Tu ressens la même chose à l'extérieur? Non, moi j'ai pas ressenti ça. Moi je ressens plus dans le jeu. Par contre, oui, dans le projet de jeu, on sait pas trop en fait. Moi j'avais plus vraiment la perception que s'il y avait pas un exploit individuel, on sait pas comment on aurait pu réussir à mettre un but. Et quand on dit individuellement, on arrive moins à faire la différence, on arrive moins à marquer, puis on prend des buts. Donc c'est plus moi dans ça, dans la structure du jeu, dans la structure. Voilà, du projet d'équipe, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on sait pas trop, quoi. Enfin, c'est un peu perdu. Après, oui, c'est clair que ça manque d'unité, ça manque de beaucoup de choses. Quand on n'est pas bien, quand tout va bien, c'est sûr que c'est facile de sortir du lot. Mais c'est quand on n'est pas bien que, et un peu pareil avec les supporters, quoi. Les supporters, ok, ils sont pas contents, mais c'est sûr qu'on aurait peut-être attendu plus de soutien. Après, oui, ils ont le droit de pas être contents et tout, mais c'est justement dans les mauvais moments, je pense qu'on a besoin de. On va en parler pour continuer avec les joueurs, Nicolas. Permets-moi, pour continuer sur les joueurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec Christophe Dugarry lorsqu'il dit qu'il faut faire le ménage, ça suffit. Si justement ces joueurs ils sont pas investis à l'OL, allez, faut les vendre. Allez JMA, vas-y, tu vas récupérer de l'argent, du pognon, tu vas remplir les caisses du club et tu vas pouvoir justement racheter des joueurs qui ont envie de s'investir pour le projet Olympique Lyonnais. De toute façon, c'est ce qui se passe maintenant. Maintenant, des joueurs ils restent plus dans les clubs, ils sont là, ils passent, c'est une valeur marchande et puis c'est le business. Maintenant, c'est comme ça. Avant, c'était quand même, je pense, 80% de compétitif et 20% de business. Je pense que maintenant, cette côte-là, elle s'est quand même vachement inversée. Donc, après, si les joueurs ils veulent rester, moi tant mieux, mais qu'ils le montrent, c'est clair. Il faut faire le ménage, messieurs. Lorsqu'on constate justement, encore une fois, manque d'application, aucune volonté de se battre sur le terrain, justement de mouiller le maillot pour l'Olympique Lyonnais, est-ce qu'on doit faire le ménage à l'intersaison cet été? Je pense que prendre des joueurs qui ont des qualités, c'est bien. Prendre des joueurs qui ont des qualités et des valeurs humaines, c'est mieux. Voilà. Donc aujourd'hui, il faudrait peut-être faire le ménage par rapport à ce sujet-là et à ces qualités-là, vraiment. Il faut les bons hommes, s'ils ont des qualités de footballeurs, ils seront des meilleurs joueurs que les bons joueurs qui n'ont pas de qualité humaine. Ça, je suis complètement d'accord avec Nicolas. On parlait justement de la cassure supporters, club, etc. C'est une cassure. Est-ce que on a vu des tensions, on a entendu les propos de Jean-Michel Aulas aussi. On a entendu aussi les propos de Jean-Michel Aulas qui clairement, on avait le sentiment que l'OL avait perdu contre Dijon à cause des supporters et à cause des médias surréalistes. On a un tweet de Stanislas Mourdon qui nous dit: on voit les limites de la méthode Coué. À force de répéter que la fronde était limitée à une frange du public, le club s'est convaincu lui-même qu'il était dans le vrai. Depuis des signes, l'OL vit en vase clos, détaché, à écouter la presse plutôt que son public. Qu'est-ce que tu en penses, Nico ? Moi, je pense qu'il faut arrêter d'externaliser l'échec. À un moment donné, ce qui fait avancer les choses, c'est la remise en question. Mais la vraie humilité. Pas l'humilité de façade où on dit « Ah bah oui, on s'est peut-être trompé, mais non, mais si ». Mais à un moment donné, il faut dire les vraies choses. C'est-à-dire que la communication, elle n'est pas bonne. Le timing pour Bruno Genesio, il n'était pas bon. Les choix des joueurs, il y a tout un ensemble de choses aujourd'hui dont l'OL devrait se remettre en question pour pouvoir continuer d'avancer. Le président et le club a très bien travaillé. C'est l'un, voire le meilleur club français pour moi. À part qu'à un moment donné, si on se contente de ce qu'on sait faire, si on se remet plus en danger, si on sort pas de sa zone de confort, si on reste dans son confort et en étant persuadé que ce qu'on fait c'est ultra bien et en communiquant ainsi, on stagne en fait, on arrête de progresser. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer à l'OL si on se remet pas en question rapidement. Avant d'avoir la réponse de Romain, il y a Jérôme qui nous dit: cassure avec le club, non. Avec cette équipe, son staff et la communication de l'AS des dernières années, oui. Même si le rôle d'un supporter n'est pas d'être décisionnaire, il y en a marre d'être considéré comme des clients et de voir le manque de respect de certains, entre parenthèses, BL égale Bernard Lacombe. Romain, quel est ton regard par rapport à ça ? Moi, je pense que, après, je le connais pas, je le connais très peu, mais je pense que c'est que de la communication. Après, on la juge bonne ou moins bonne, j'en sais rien. Moi, je pense qu'il fait quand même le travail à l'intérieur. Après, oui, c'est clair que pour venir avec toi, Nico, le timing ou pas, par rapport à Genesio, je pense que vu les objectifs qu'il y avait en fin de saison, c'était peut-être pas un bon moment. Après, voilà, ça s'est fait comme ça. Mais bon. En fait, moi, ce que je regrette, c'est qu'on externalise l'échec. En fait, c'est plus ça. C'est la faute des supporters, c'est la faute des médias, c'est la faute à la pluie, c'est la faute au soleil, c'est la faute. À un moment donné, il faut. C'est la faute de pluie de bois. Bah ouais, mais ça, c'est sûr. Mais tu vois, Nico, tu connais, il fait toujours ça. Il repousse le truc pour que. Oui, bah il cache la misère. Mais à un moment donné, à force de mettre la poussière sur le tapis. Oui, mais à l'intérieur, lui, par contre, il vient dans le vestiaire, il vient quand ça va pas, il vient. Oui, mais regarde. Alors, ça marchait avec nous. La preuve, c'est qu'il a été les voir vendredi et ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Donc à un moment donné,
est-ce que les méthodes anciennes, elles fonctionnent avec la génération actuelle? C'est aussi ça, se remettre en question. Ouais, c'est ça aussi, se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que ça marchait avec nous, qui étions très club, qui avions l'institution au cœur aussi. Il n'y a pas que les gens aujourd'hui qui aiment l'OL. Les anciens sont passés par l'OL, ils aiment le club aussi. Et si on dit les choses, c'est aussi parce qu'on aime ce club et que ça nous agace de voir certains joueurs qui souillent le maillot qu'on a porté nous et qu'on a essayé de faire grandir à une période. C'est ce que tu disais, Samedi, c'était intéressant, je te l'ai dit, d'ailleurs, tu me disais, en fait, ce qui me rend dingue, c'est ça. C'est que nous, on avait 10 fois moins que ce qu'ils ont. On s'est investi pour ce club, c'est pas pour faire vieux soldat ou vieux aigri, c'est-à-dire que nous, moi oui, j'ai commencé à l'âge de 8 ans dans ce club, donc j'ai payé mes licences pour commencer, pour jouer au foot, j'ai payé mes licences à l'OL au départ. Après, il y a les sports-études, donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, nous, on s'est investi pour ce club parce qu'on aimait ce club. C'était ses couleurs rouge et bleu, c'était ce maillot-là, c'est l'OL. J'ai joué avec le O et le L, avec le scapulaire. J'ai pas joué avec le nouveau logo, avec tout ça. Donc, c'est le club de la région et on aimait ce club-là. On aimait le foot et on aimait ce club. Et aujourd'hui, c'est peut-être un mot fort, mais le foot business amène des mercenaires, c'est-à-dire des mecs qui viennent se servir du club pour grandir. Là où les gens avant venaient s'investir, les Violos, les Laville, les Delmotte, ces mecs-là, qui étaient les Carterons, qui étaient peut-être moyens techniquement par rapport à un Fernand Mendy, par rapport à un Raphaël ou ce que vous voulez. Mais ces mecs-là, ils venaient avec l'esprit club, avec l'ambition de faire grandir un club et pas de venir se servir. Là aujourd'hui, les mecs, ils viennent se servir. Et ça, c'est ça qui m'agace. Ça te rend fou, ça. Bah oui, parce que nous, on avait 10 fois moins. Mais on avait 10 fois plus d'envie et 10 fois plus de valeur humaine que ces mecs-là. Et oui, c'est chiant de voir ça. Parce que c'est un peu comme dans une entreprise. Il y a le fondateur qui grossit, qui fait grandir une entreprise, le fils qui va faire prospérer, et le petit-fils ou les arrière-petits-enfants qui vont tout détruire et dilapider. J'ai l'impression qu'en ce moment à l'OL, on est dans la structure des petits-enfants, des arrière-petits-enfants qui dilapident tout ce qui a été construit avant et qui manquent de respect à l'institution et à tous les gens qui sont passés avant. Même si tu es un peu plus jeune, Romain, est-ce que tu comprends je vois ce qu'il veut dire, c'est vrai que je ressens ça. Moi, je l'ai ressenti aussi sur ma fin de carrière avec des jeunes joueurs. Des fois, je posais la question dans le vestiaire, je sais qu'ils savaient pas les 5 prochains matchs qu'on faisait, quoi. Ils savaient pas contre qui on allait jouer. Moi, ça me rendait malade. Après, je me posais la question, c'est peut-être moi qui ai trop investi. Eux, ils ont peut-être la bonne solution de se détacher et tout. Faut dire aussi, ça peut être une faute de détacher. Il faut dire aussi que maintenant, les mentalités, elles ont changé. Moi, je pense que de ce qu'il en ressort, pour moi, il y a un manque de travail. Il y a un manque de travail quelque part. On peut pas être autant inconstant comme ça sur une saison. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Dans le même match, on peut pas passer de niveau Ligue des Champions à moitié Ligue 1, à presque Ligue 2. 2-3 matchs, je veux bien. Mais sur une saison et demie, et ça a été reconnu. Là, pour moi, c'est pas normal. Il y a un problème quelque part, et ils n'ont pas su le trouver. Peut-être qu'il n'est pas gérable, peut-être qu'il faut changer, peut-être qu'il ne faut pas changer, peut-être qu'il faut simplement changer quelques petits trucs. Après, ça, c'est tellement compliqué, on est trop extérieur pour tout savoir. Mais par contre, ça, en termes de résultats, c'est clair que c'est pas possible d'être autant irrégulier sur une saison. Il y a vraiment un problème quelque part. Ça, c'est clair et net. Alors, on a parlé des joueurs, justement. Maintenant, on va parler de Bruno Genesio, forcément. On va revenir justement sur cette communication. Est-ce que tu as été surpris déjà, Nico? Voilà, toi qui suis depuis longtemps le club, comme tu dis, qui est très investi, c'est ton club, voilà, il n'y a pas photo, tu ne triches pas avec ça. Est-ce que tu as été surpris par cette communication justement et cette fausse annonce, entre guillemets, de dire, non, finalement, comme on n'est pas qualifié, on ne va pas à Paris, au Stade de France, Bruno Genesio, finalement, on repousse la décision pour une éventuelle prolongation de contrat. Alors après, le président, c'est un chef d'entreprise et ça, il sait très bien faire. Il est visionnaire et donc par rapport à ça, au contraire, je l'admire par rapport à ça. J'en avais parlé la semaine dernière dans l'émission. Je savais que je me doutais que la reconduction de Bruno Genesio était soumise à quelques conditions. J'en avais parlé et donc là, l'une des conditions n'a pas été remplie. En effet, mais juger un entraîneur sur une qualification au Stade de France, ça suffit pas, quoi. Il faut juger sur du jeu, il faut juger sur de l'évolution de tes joueurs, il faut juger sur une adhésion peut-être du public ou sur ce que tu veux, mais juste si on va en finale, on te reconduit, c'est un peu léger pour moi par rapport au contexte du football en général, en fait. Voilà, il y a d'autres critères à prendre avant qu'une qualification en finale de Coupe de France, mais au-delà de ça. La manière dont ça a été fait, la forme, même si Bruno l'a pas subi comme ça, c'est vrai que... Personne ne le dira jamais, même s'il l'a subi comme ça. Mais c'est vrai que du coup, c'était assez humiliant, même si du coup, je pense que... En fait, moi, ce que je comprends pas, et c'est ça qui me pose question par rapport au président, parce que c'est quelqu'un qui a plutôt l'habitude de bien préparer ses dossiers et sa communication, c'est que là, j'avais l'impression que c'était vraiment... qu'il n'y avait pas de plan B, en fait. Il y avait qu'un plan A, et que l'OL avait tout misé sur le fait qu'on allait se qualifier contre Rennes et qu'on n'avait jamais prévu le fait d'être éliminé. Et c'est là où je me dis, ça a été un peu léger de leur part et le timing n'était pas bon et que si on a subi cette semaine noire,
c'est aussi parce que dans la communication, cette semaine, on n'a pas été bon. Romain ? Moi, je sais, c'est vrai que beaucoup ont parlé, j'ai beaucoup aussi écouté les radios, tout le monde a dit un peu de tout. Moi, j'ai pas trop d'avis en fait, je sais pas trop quoi penser parce qu'on maîtrise pas cette chose. Ouais, je pense que s'il a pris... ça veut pas dire que c'est juste. Non, mais je pense qu'il a pris cette décision, il a dû quand même analyser pas mal de choses, le connaissant aussi. Mais c'est vrai que ça paraît invraisemblable. La situation, elle était un peu ubuesque, un peu invraisemblable. Exactement. Après, tu connais ce mot-là, toi? Il parle bien, j'ai fait des études quand même. Je vais défendre un petit peu, il a toujours bien parlé, Romain. Après, je sais pas, pour moi, le gros problème, c'est cette irrégularité chronique en termes du club. Après, c'est ce qu'on dit aussi. Est-ce que peut-être que cet effectif, il est un peu surévalué? Moi, je pose la question. Moi, je le pense un petit peu aussi. Ouais. Après, en tout respect, parce que sachant où j'ai joué, j'ai beaucoup de respect pour ces joueurs-là. Donc, mais on dit les choses en toute humilité. Voilà, donc je pense que c'est un petit peu surévalué. Mais maintenant, voilà, ils sont là, ils sont à Lyon. Je vais vous provoquer un petit peu, messieurs. Est-ce que c'est pas aussi surévaluer Bruno Genesio? Est-ce que c'est pas aussi la responsabilité de Bruno Genesio? Eh ben moi, à contrario, je trouve qu'il a tiré pas la quintessence de son groupe, mais pas loin. Il a fait quand même progresser quelques joueurs. Et les résultats, en termes de résultats, parce que c'est sur ça qu'on est jugé quand même depuis 3 saisons, il a eu des bons résultats quand même. Faut pas non plus le cacher. On parlait de jeu justement, tu parlais de. Ouais, mais est-ce que t'as pris plaisir? Est-ce que tu. C'est là où le bas blesse. Non, c'est pas le bas blesse, mais tous les grands entraîneurs le disent. T'as beau avoir le plus beau profil de jeu à ton équipe, t'es jugé sur tes résultats. Si tu perds, tu dégages, même si tu joues. Donc pas de titre avec Bruno Genesio. Pas de titre, mais on a eu des résultats qui nous ont permis de retrouver la Ligue des Champions 2 années. Donc après, on en veut toujours plus, mais c'est clair. Mais c'est là qu'on en veut toujours plus. Mais moi, jouer comme Tuchel et Pierre Restakila, c'est exceptionnel. Mais c'est un club, un entraîneur. Voilà, sur combien de clubs et combien d'entraîneurs, ça fait quand même beaucoup. Mais c'est là où on n'est pas d'accord avec certains supporters, c'est que en termes de résultats. C'est pas mal ce qu'a fait Bruno Genesio. C'est même très bien. Après, moi, c'est vrai que ce qui me déplaît, c'est la qualité de jeu. On est d'accord. Franchement, dimanche, je me suis fait chier. Enfin, samedi après-midi, on s'ennuie au stade. Enfin, voilà. Il n'y a pas que ce samedi. Ensuite, je pense que on a. Même si je suis un peu d'accord avec toi maintenant, après l'analyse de la saison et tout ça, cet effectif est peut-être un peu surévalué, peut-être pas sur les qualités techniques, mais en tout cas sur les qualités globales du footballeur, mental. Aujourd'hui, le mental, c'est 80% d'un joueur de foot. Faut pas rêver. Là, on n'y est pas du tout. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'avec, malgré tout, avec ces joueurs-là, on ne doit pas être à 25 ou 30 points du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est juste la qualité de jeu qui peut être bien meilleure et ne pas être si loin du Paris Saint-Germain. Et gagner une coupe, parce que quand tu vois que la finale, c'est Guingamp, Strasbourg, ça fait les boules. Tu te dis que l'OL avait largement sa place avec les joueurs qu'il y a. C'est pas acceptable. Pour moi, je suis un peu différent. Pour moi, on a vraiment les 3-4 joueurs top niveau, tu vois, top niveau Ligue 1 internationaux. Dembélé, Ndombélé, Denayer et Nabil. Et après, les autres. Tu veux pas Memphis du coup? Non. C'est bien, c'est bon. Non. Il est honnête. Mais oui, c'est pour ça que ça m'intéresse, parce que du coup, il y en a qu'un qui revendique le top 5, c'est lui. Et après, on a des bons joueurs de Ligue 1, mais est-ce que c'est assez pour aller chercher un peu plus? Et c'est vrai que toujours contre les grosses équipes, on a toujours fait des bons matchs. Ouais. Pourquoi? Parce que tu sais que tu joues contre une grosse équipe, donc mentalement t'es à fond. Et maintenant, un top joueur, les bons matchs, il est fort. Les matchs contre les équipes moyens, il est super fort aussi. Il faut essayer de s'appuyer. Nous, on l'a maintenant dans notre activité. Il faut s'appuyer sur les meilleurs. Il faut faire comme eux. Pourquoi Messi, Ronaldo et tous les autres, ils arrivent autant? Mais ils travaillent. C'est pour ça que tous les lundis, je travaille avec Nico Putebois. Ils travaillent énormément et le plus dur, c'est d'être fort, mais d'être fort longtemps. Et d'être fort une saison, ça peut arriver. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une erreur de Bruno Genesio, encore une fois, on va revenir sur cette communication. Il sait que justement, il y a beaucoup de supporters qui ne le supportent plus. Voilà. À tort ou à raison, encore une fois, tous les lundis, tout le monde a la parole. La preuve, Romain, une parole libre, tout le monde on a le droit d'être d'accord, d'aimer Bruno Genesio, de ne pas l'aimer, peu importe, on s'en fiche, en fait, c'est pas le propos. Mais dans sa communication, encore une fois, de dire, voilà, l'OL, ça joue bien, top 5, on s'ennuie jamais au stade, etc. Est-ce que lui aussi, quelque part, il n'a pas donné le bâton pour se faire battre, Nico, sincèrement? C'est vrai que je pense que ça joue en partie sur la réaction des gens. Aujourd'hui, n'importe qui va au stade sans avoir passé son diplôme d'entraîneur, sans avoir 1000 matchs de Ligue 1 ou de Coupe d'Europe, est capable de juger si la prestation qu'il voit, elle est plaisante ou pas, s'il prend du plaisir à venir jouer une équipe. Les résultats, ils sont là, c'est factuel, on est qualifié pour la Ligue des Champions, on est 3e du championnat, les résultats, ils sont là, pas de souci. Mais par contre, la communication, vouloir à tout prix faire passer des vessies pour des lanternes, ça passe plus aujourd'hui de nos jours parce que on voit du foot. Déjà, on voit du foot tous les jours. Les gens sont bien informés. Ouais. On voit du foot tous les jours. Il y a à boire et à manger dans les réseaux sociaux, mais les gens sont informés. Il y a quand même des choses qui fuitent. On peut communiquer directement avec les gens, avec des journalistes, avec des joueurs de foot qui répondent ou qui répondent pas. Mais en tout cas, aujourd'hui.
10 minutes après le match, on sait déjà ce qui se passe. Là où nous, il fallait attendre de lire le progrès le lendemain, il fallait attendre d'avoir les téléfoot le dimanche matin. Là aujourd'hui, 10 minutes après le match, on revoit toutes les actions en boucle. Ça passe, il y a 3 ralentis, 4 positions de vue différentes. Il y a les stats, il y a tout ça. Donc aujourd'hui, on peut pas mentir aux gens. Et en fait, c'est ça, la base de la communication, c'est de pas mentir aux gens. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le public lyonnais se sent floué par cette mauvaise communication parce que ils ont cette impression-là, à tort ou à raison. Ça paraît, ça c'est pas mon avis, à tort ou à raison. Ils ont l'impression, parce que c'est ce qu'on ressent, ils ont l'impression de se faire rouler dans la farine parce qu'on leur ment. Oui, parce qu'on l'a vu même Romain avant Dijon. On a vu Bruno Genesio, ce qu'il disait. J'ai senti des joueurs. Alors j'ai trouvé des joueurs revanchards, pourquoi pas? C'est son ressenti. Bon. On les a pas vus le lendemain. On a remarqué. Et puis l'histoire du top 5, enfin, il donne une fausse information en fait. Grosso modo, voilà, c'est surréaliste. Tu penses ça parce que j'y ai pensé à l'esprit, non mais l'esprit revanchard. Mais c'est quoi un esprit revanchard? Il n'y a pas d'esprit revanchard. T'as un match, t'as été nul, point, il n'y a pas de revanche à prendre. Tu fais ton match pour gagner, tu mets tout pour gagner ce match samedi, il n'y a pas de revanche par rapport à mardi. Mardi, c'est fini. De toute façon, tu ne pourras jamais le refaire. Exactement. Samedi, tu fais ton match pour gagner ton match. Point. Et tu mets tout pour pouvoir gagner. C'est cet esprit-là, voilà. Et il n'y a pas de revanche. Revanche de quoi? C'est fini, c'est terminé. La revanche, il fallait l'avoir pendant le terrain. Enfin, quand tu perdais, c'est tout. Et une fois que l'arbitre a sifflé, c'est fini. Tu peux dire ce que tu veux, c'est terminé. On ne peut plus rien faire sur ce match-là, on avance. Samedi, tu fais tout pour gagner le match. Point. Par rapport à cette conférence de presse, par rapport à ce match contre Dijon avec la réaction des supporters, Bruno Genesio peut-il rester ou pour vous c'est terminé? Ou vous pensez que c'est terminé, qu'il ne peut plus rester à son poste et que c'est plié entre guillemets, que l'affaire est déjà pliée? Oui, moi je pense sincèrement, moi ça reste que mon avis. Moi je pensais qu'il allait même partir de lui-même, même avant, même avant mardi de Rennes. Je pense que voilà, il a quand même été adjoint pendant 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Même plus, ouais. Là ça fait 3 années. Moi je pensais que lui-même il allait même s'arrêter. Voilà, on sait qu'à Lyon, la durée d'un entraîneur, c'est 2-3 ans maximum. Le cycle. C'est voilà, donc après, moi je le vois pas rester, sincèrement, je le vois pas rester, même de lui-même, sincèrement. Ouais, je pense que là, la situation est de plus en plus intenable pour lui, malheureusement. Oui, malheureusement. Entre les supporters, la relation est consommée, là, c'est une évidence. Avec les joueurs, malheureusement, ils nous ont pas montré des. Ils l'ont lâché ou pas, certains? En tout cas, ils nous ont pas montré qu'ils l'avaient pas lâché par leur attitude, par le fait qu'ils aient abandonné ce match-là. On a le droit, encore une fois, on a le droit d'être moins bien, d'être moins bon, de pas être dans son assiette. Par contre, on n'a pas le droit d'abandonner un match comme ça ou de le donner aussi facilement, sans avoir de réaction, en laissant tomber en fait. Pour moi, ils ont lâché les armes ce week-end. Complètement. Donc, j'ai pas senti d'attitude qui venait me prouver le contraire et qu'ils avaient vraiment envie de soutenir leur entraîneur. Vraiment. Et ça, quand tu sais dans la situation dans laquelle il est, par rapport à la défaite face à Rennes, quand tu vois la conférence de presse qui s'est passée, tout l'imbroglio qui existe autour du cas ou du futur de Bruno Genesio, quand tu vois la réaction des joueurs sur le terrain le samedi d'après, je suis désolé, mais moi, je ressens pas un soutien indéfectible de son effectif, malheureusement. Malheureusement. Est-ce que c'est pas un peu bidon, justement, parce que j'ai vu des tweets ou entendu, j'ai lu, même certains de mes confrères, et encore une fois, moi je respecte mes confrères, et c'est normal, j'ai plutôt même tendance à les défendre, mais lorsque tu vois justement sur Twitter ou dans certains articles, grosso modo, c'est depuis la conférence de presse, les joueurs ont été perturbés par ça, par cette histoire, etc. Excusez-moi, hein, je vais être poli, je vais dire cacahuète, c'est du vent. C'est du vent, on est d'accord, les joueurs, c'était même pas au courant, ils s'intéressent même pas à ça. Oui, non, complet, non. Faut dire les choses. Oui, ça, je te rejoins complètement. Aujourd'hui, ils sont déconnectés, ils ne s'intéressent pas à ça. Alors, déconnectés, justement, c'est intéressant parce que moi, depuis ce matin, je reçois beaucoup de messages des supporters en me disant est-ce qu'ils sont vraiment dans leur bulle, complètement déconnectés. On s'en rend compte de plus en plus par rapport aux réactions, justement, un peu d'humilité des supporters, de Jean-Michel Aulas, de Genesio, des joueurs. Est-ce qu'ils sont pas un peu dans leur truc, encore une fois, et ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe, en fait? Moi, je pense que non, tu y penses, et j'ai eu la juste chance là. Moi, de jouer à Lens où il y avait une grosse pression des supporters qui n'hésitaient pas à venir à l'entraînement pour nous mettre un peu la pression. Tu es obligé d'en prendre considération, mais c'est génial. Moi, c'était génial, moi j'adorais ça. J'ai dit ok, mais ils sont pas contents, le week-end prochain, je dis pas qu'on va faire ça pour eux, mais du coup, tu dis putain, tu te remets un peu plus en question. Et tu avais de l'orgueil. Ah bah oui, ça beaucoup. T'avais d'autres valeurs. Ils en ont aussi. Moi, je pense pas. Nico, il t'a convaincu, je vois dans ses yeux, je le connais pas convaincu. Moi, je pense pas cette génération. Ouais, je pense pas non plus qu'ils rentrent sur le terrain, on en a rien à cirer du résultat. Enfin, je sais pas. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est d'être un peu dans leur bulle, un peu déconnecté, grosso modo. En tout cas, il y a certains, ils font les surpris. Ah, comment ça se fait? Pourquoi ils pensent ça? Ils sont méchants, ils sont durs. Ouais, ils sont durs avec nous. Méchants supporters, on a tout donné. Si ça s'appelle ça tout donné, t'as pas vu s'entraîner Alain Cariglia ou Sonny Anderson ou même Juni, t'as raison sur Juni. Ou Michael Essien ou Juni. Voilà, les mecs, ils arrivaient à l'entraînement, c'était pas ça. Premier arrivé, dernier parti, et puis surtout qui aidaient même les jeunes. On voyait à l'époque les jeunes qui venaient demander des conseils. Là, on cite la crème de la crème, mais à un moment donné, nous, joueurs moyens, on s'est inspiré de ces mecs-là pour être meilleurs. Tu peux parler de toi, tu peux parler de oui, pardon. Excuse-moi, Romain.
Moi, joueur moyen, je me suis inspiré de ces mecs-là. D'un Grégory Coupet, d'un Juninho, d'un Essien, Sony et tout ça. Ils nous montraient l'exemple, en fait. Et on essayait de le suivre. C'est peut-être pour ça qu'en étant un petit joueur, j'ai réussi à pouvoir tirer mon épingle du jeu pendant 10 ans en pro. Là, aujourd'hui, qui tire l'épingle, qui fait progresser les autres, qui tire les uns et les autres vers le haut. On en a déjà discuté ensemble, c'est vrai, t'as envie de leur dire, en grosso modo, arrêtez de parler. Arrêtez vos réseaux sociaux. Tu me le dis souvent, pourtant moi je suis sur les réseaux sociaux, tu le sais. Arrêtez les réseaux sociaux, mettez-vous au boulot. Entraîneur, staff, allez au boulot, ça suffit maintenant. Les faits sont têtus, c'est ça? Les faits sont têtus? Tout à fait. Bah voilà, les actes, rien que des actes, la parole, ça sert à rien si tu mêles pas les actes à la parole. Les politiques, ça suffit. Non mais il faut arrêter de parler. Communiquer, vendre du vent, bah voilà, il y a les vendeurs Toshiba, il y a les vendeurs de... Non mais voilà, faut aller vendre de la glace à un Esquimau, pas de souci. Arrêtez de nous vendre du vent. Par les actes, rien que des actes. C'est juste ça qui compte aujourd'hui. Non mais les faits, c'est tout. Enfin malheureusement, c'est ça. Ça te gonfle ça, hein, toi? Bah oui, mais parce qu'à un moment donné, je peux te vendre, je peux te dire que j'étais le meilleur gardien du monde et tout ça, tu me croiras jamais parce que t'as vu que c'était pas vrai par mes actes. T'as bien vu par mes performances, j'étais un bon joueur ou un joueur moyen, mais j'étais pas un très bon joueur. Je vais pas te vendre ce que j'étais pas. Là aujourd'hui, ils nous vendent des choses qui sont pas, donc ça fait mal. Ça tous dans le même sac, joueur, pas tous dans le même sac, entraîneur. Non, c'est une question de staff. Pas tous dans le même sac, mais à un moment donné, il faut la base de la communication. Encore une fois, je vais le répéter parce que du coup, j'ai aussi une casquette de formateur. La base de la communication, c'est pas de mentir envers ceux à qui tu communiques. Après, je pense aussi que les joueurs et un peu tout le monde, ils osent pas forcément tout le temps dire la vérité pour se couvrir un petit peu. Mais après, il n'y a pas de honte. On a tout fait et on n'a pas été bon. Mais on n'a pas été bon, ça peut arriver. C'est pas parce qu'on fait tout pour être le meilleur qu'on va être le meilleur. Ça peut arriver, un échec. Mais au moins, on montre qu'on fait tout, qu'on fait le maximum, qu'on est très sérieux, ultra professionnel. Et après, on joue, on fait son match. Et des fois, c'est pas parce qu'on s'entraîne super bien qu'on va faire un bon match. Par contre, si on s'entraîne super bien pendant 6-7 mois, on aura beaucoup plus de chances de faire plus de bons matchs que si c'est qu'une fois de temps en temps. Je vais prendre l'exemple. Alors, ça m'agace de le prendre en exemple parce que c'est pas quelqu'un que je... Mais Florent Thauvin, sur le match de ce week-end. Le mec, il vient en conférence de presse et il dit la vérité, il dit sa vérité. Ouais. C'est encore mieux d'ailleurs. Et tout le monde loue sa vérité parce que le mec il ment pas. Il triche pas. Je permets même de t'arrêter. Il arrive, il fait le footballeur lambda, langue de bois. Je vais arrêter. Allez, stop, ça suffit maintenant et je vais dire vraiment ce que je pense. J'arrête de communiquer et je me livre avec mes sentiments en tant qu'homme. Voilà, mais on n'a pas besoin d'avoir des robots, on n'a pas besoin d'avoir des mecs qui communiquent, qui connaissent la communication sur le bout des ongles. On a besoin d'avoir des relations humaines aujourd'hui. Et pour faire un peu d'humour, même si c'est une sardine entre guillemets, c'est vrai qu'on peut saluer Thauvin par rapport à ses propos. Moi, il est remonté dans mon estime parce que le mec, il est venu et il a été entier devant la caméra et il a assumé ses propres sentiments. C'est bien, c'est vrai. La piste Laurent Blanc privilégiée. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez de Laurent Blanc? Est-ce que pour vous, c'est l'homme de la situation? Est-ce qu'effectivement son profil correspond à ce qu'il pourrait vraiment apporter à l'Olympique Lyonnais? Pour moi, bien sûr. Il n'y a même pas de sujet. Ah oui, il n'y a pas de sujet pour moi. Pour moi, il n'y a pas de sujet. Par rapport à plein de choses. Déjà, par rapport à la carrière qu'il a été, le joueur qu'il a été. Et puis, en termes d'entraîneur, il a quand même eu des résultats très bons. C'est lui qui a un peu redoré quand même le blason de l'équipe de France, qui a renclenché un peu le système de victoire avec l'équipe de France. Très, très bon joueur. Avec Paris, il a eu des très, très beaux résultats. Avec un gros club, c'est sûr. Des gros effectifs aussi. Avec Bordeaux aussi. Avec Bordeaux. Petit X, c'est vrai, Gasset, voilà. C'est sûr que. S'il vient avec Gasset, c'est mieux que sans. C'est ça? Bah, c'était son fonctionnement. Ouais, c'était son fonctionnement. Il avait un fonctionnement très, très spécifique avec son adjoint, qui avait quand même une grosse part de travail, d'accord? Qui n'était pas juste là pour faire les échauffements, comme ça se passe dans beaucoup de clubs. Et donc, moi, le petit X, c'est sur ça. Après, peut-être qu'il a trouvé quelqu'un d'autre, je sais pas, j'ai lu un peu Passy à droite à gauche. Et peut-être qu'il a un autre fonctionnement. Moi, ce serait très bien. C'était quand même lui, de toute façon, la tête pensante, je pense, du binôme. Mais. Ce serait peut-être mon seul petit hic, mais par contre après en termes de tout, de communication, d'hommes et tout ça, moi et de football, pas de sujet. Vous le savez, tous les lundis vous avez pris l'habitude, c'est votre émission #TKYDG. Il y a MLV qui dit très bonne idée concernant Laurent Blanc, entraîneur expérimenté avec de vraies idées et une idée du football bien précise. En français actuellement il n'y a pas mieux et on sait très bien que c'est le critère principal pour JMA. Ouais, alors moi j'ai un petit bémol sur la communication parce que sur la fin à Paris, il était un peu parano, il envoyait un peu bouler les journalistes. Donc voilà, en termes de communication, c'est pas celui que je prendrai en exemple, mais c'est vrai qu'en termes de résultats, de carrière, il a su gérer des égos à Paris et je pense qu'à Lyon, il faut aussi ça. C'est-à-dire que même si tu as un statut, si tu mouilles pas le maillot pour ton j'espère qu'il aura cette poigne là de dire Memphis ou Nabil ou peu importe, aujourd'hui tu rentres pas dans le niveau de performance que j'exige, donc viens t'asseoir un peu et puis tu reviendras après.
C'est ce qu'on demande aujourd'hui. Franchement, moi, je demande à un entraîneur, c'est pas qu'il fasse jouer des statuts, c'est que il soit juste dans ses choix. C'est-à-dire que même si que ce soit un jeune, un moins jeune, quelqu'un qui, même ne serait-ce qu'un Mapou, si aujourd'hui il mérite plus de jouer qu'un Marcelo, bah voilà, c'est juste la justice par rapport aux performances, par rapport aux qualités, et arrêter avec le statut, lui il gagne 300 000, lui il gagne 400 000, lui c'est la tête d'affiche et tout ça, t'es pas bon, tu fais pas gagner l'équipe, viens t'asseoir. Il y a Sian qui dit la même chose que Romain, hein, qui dit justement, avec ou sans Gasset, c'est pas la même chose. Effectivement, nos confrères du Parisien parlent de Franck Passy. Qu'est-ce que t'en penses, Nico? Franck Passy, est-ce que tu penses que ça pourrait être un bon adjoint? Est-ce que c'est un personnage que tu apprécies? Je connais pas plus que ça, j'ai suivi un peu son passage à Marseille. Je sais qu'il a été adoubé par Bielsa et donc ça fait plaisir à certains de nos supporters, même si moi Bielsa c'est pas quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais franchement je peux pas aujourd'hui te donner d'analyse particulière sur Gérald Passy, sur Franck Passy pardon. Gérald c'est son frère. S'il est choisi par Laurent Blanc, c'est qu'il doit avoir des qualités. Après, en effet, on a des certitudes sur le binôme Gasset-Blanc. On n'en a pas du tout sur le binôme Blanc-Passy. On a Arnaud qui nous dit, alors oui, pourquoi pas Laurent Blanc, à condition qu'on ne lui impose pas des joueurs comme Giroud par exemple, Colas veut absolument, qu'on le laisse gérer le mercato avec Florian Maurice, et là c'est un grand oui. Forcément, un Laurent Blanc va demander des garanties. Bah moi déjà, on parle de Giroud, pour moi, si Giroud vient, Dembélé part, pour moi, il n'y a pas de sujet, c'est soit l'un soit l'autre. Après, on peut pas empiler les joueurs, faire des doublons comme disait Robert. Dembélé, c'est pas les mêmes joueurs, mais c'est sensiblement les mêmes profils. Pour moi, c'est impossible d'avoir les deux. Ça serait. En tout cas, c'est moins l'avenir que Dembélé. Bah même sans ça, même en termes de profil et puis en termes de pour le jeu, tout ça, c'est sensiblement un peu. Je vous parlais de garantie, mais vous connaissez tous les deux, et moi aussi, on connaît très bien Jean-Michel Aulas. On sait très bien comment il fonctionne avec les entraîneurs, justement. Est-ce que c'est compatible, Laurent Blanc avec Jean-Michel Aulas? Et forcément, Laurent Blanc, par rapport à son statut, par rapport justement à son palmarès, il va forcément demander des garanties, encore une fois. Oui, bah après, il peut lui donner, puis pas lui mettre, je sais pas. Ouais, il se débrouille, après, c'est pas ça, c'est... C'est compatible les deux ou pas, vous pensez? J'ai envie de dire, c'est plus compatible Laurent Blanc que José Mourinho, en termes de caractère et de communication. Après, Laurent Blanc, aujourd'hui, il fait ça par conviction et par envie. Aujourd'hui, il n'est pas tenu par un besoin financier de faire ce métier-là. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses dans ta manière de fonctionner, dans ta manière d'accepter ou pas certaines conditions. C'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de ça pour vivre ou pour manger. Donc, quand tu fais ça de manière détachée et vraiment qu'avec la passion, tu fais ton métier différemment et avec beaucoup plus détaché de l'enjeu. Et donc, du coup, tu apportes un peu plus de sérénité à ton groupe. Moi, juste un petit truc, juste hors sujet, mais un coach que moi que j'aurais rêvé voir à Lyon, c'était Lucien Favre. Lucien Favre, moi. Pas le seul, hein. Mais il a refusé de venir. Il a refusé, voilà, c'est ce que disait Bilal Ghazi, notre confrère de l'équipe, en disant qu'effectivement, il avait refusé la proposition lyonnaise. J'aurais vraiment adoré le voir, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément, et quand je vois comme il fait jouer ses équipes, c'est exceptionnel. Alors là, on va nous sortir l'argument qu'ils ont pris 5-0 face au Bayern, mais en tout cas, c'est vrai que sur la durée, l'équipe elle joue vraiment bien. Quand tu lisais ses interviews, c'était exceptionnel. Ça parle de foot. Là, ça parlait de football. Ah, mais là, c'était génial. Voilà, c'était génial. Ça parle de foot. J'adorais. Mais justement, à part Lucien Favre, je sais pas, est-ce que tu as des idées, Nico, toi, par exemple, de coach qui pourrait venir à l'Olympique Lyonnais et surtout faire progresser l'Olympique Lyonnais et respecter l'Olympique Lyonnais, parce que c'est important, effectivement, pour en avoir parlé avec certains dirigeants, ils disaient, ouais, mais les gars, vous êtes gentils, mais en même temps, on n'a pas envie de détruire tout ce qu'on a construit. On a envie aussi d'un entraîneur qui respecte aussi l'institution OL, entre guillemets. Donc voilà, par rapport à cette exigence-là et les profils existants, est-ce que tu as une idée? Le problème, c'est qu'on veut des entraîneurs qui respectent l'institution OL, alors qu'on a des joueurs qui ne la respectent pas ces derniers temps. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Ça, c'est fait. Voilà. Après, en termes de cohérence, il y a pas mal de... Le problème, c'est que le fonctionnement du président, c'est qu'un entraîneur qui vient avec son staff complet, ça n'existe pas aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais. Est-ce qu'il a envie de changer son mode de management? J'y crois pas d'une seconde. J'ai entendu, comme tout le monde, Benitez, Gallardo, je l'ai pas entendu, mais c'est les supporters qui aimeraient bien. Patrick Vieira, pourquoi pas. Enfin voilà, il y a quelques noms qui commencent à se détacher un peu. T'as pas de préférence, toi? J'ai pas de préférence, et pour tout te dire, c'est plutôt des noms comme ça, de par leur expérience, soit en tant que joueur, soit en tant qu'entraîneur, qui pourraient presque me plaire, après à juger sur leur performance et sur leur travail. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est pas incohérent pour moi les noms qui sont cités. Communication oblige, Olympique Lyonnais oblige, forcément. Laurent Blanc dans les médias, il a fallu que Jean-Michel Aulas réagisse via un communiqué. L'Olympique Lyonnais qui dément catégoriquement avoir contacté Laurent Blanc ou tout autre entraîneur, contrairement à ce que l'équipe affirme dans son mission du jour. Nico, ça fait partie du jeu, on connaît la maison. Oui, ça fait partie du jeu. On sait que ça fait 2 ans et demi déjà que Laurent Blanc il tape à la porte. Donc voilà,
on sait qu'il y a une... C'est vrai qu'on l'avait dit. C'est pas pour se la raconter. Il y a peut-être pas... Non, mais c'est important. Ça fait longtemps. Mais ça fait longtemps qu'on disait... Parce que moi, j'avais même des confrères qui me disaient, t'es sûr? Je disais, bah oui, nous, on le sait, que Jean-Michel Aulas apprécie fortement Laurent Blanc, et que les deux, ça fait depuis longtemps qu'ils échangent régulièrement. Alors après, il n'y a peut-être pas eu de contact aujourd'hui direct. Alors après, c'est peut-être par les agents, c'est la communication. Il n'y a pas eu de contact direct entre le président et Laurent Blanc, certainement. Mais peut-être entre l'entourage du président et l'entourage de Laurent Blanc, ça aussi, c'est sûr qu'il y a eu des contacts. Bref. Mais, tout le monde se vend, hein. Toujours est-il que on sait que le président aime bien Laurent Blanc, et je pense que Laurent Blanc aimerait bien entraîner à Lyon. Donc voilà, tout est fait pour bien se passer. Après, il faut attendre peut-être la fin de saison pour qu'il y ait un réel dénouement. Le président a dit qu'il y avait encore la possibilité de prolonger Bruno Genesio, et je pense que le président, c'est quelqu'un de parole. En tout cas, avec Bruno, il ne trichera pas, parce qu'ils ont un lien, malgré tout, un lien assez fort. Donc je pense que par rapport à ce respect-là, le président tiendra ses engagements vis-à-vis de Bruno. #TKYDG, c'est tous les lundis, vous avez la parole. Et justement, une question pour Nicolas Pulbois. Alors là, c'est sûr, on pose même des questions de Nicolas Pulbois, mais dans quel monde on vit? Alors, c'est Astian qui nous dit, as-tu des entraîneurs similaires à Laurent Blanc? Mais il ne manquerait plus que ça. Et si oui, qu'en as-tu pensé? Serait-ce une bonne chose avec la structure actuelle de l'OL? Ou vois-tu des problèmes à cohérence, etc. Bon, t'as un peu répondu, mais comme on répond d'abord aux supporters... Alors non, j'ai pas eu... Désolé. Non, j'ai pas eu d'entraîneur qui ont eu les résultats de... Enfin, après, moi, j'ai eu des résultats avec Paul Le Guen, on a eu des résultats avec Jean-Pierre Papin, donc c'est des gars, c'est des coachs et des personnes qui avaient eu des très belles carrières footballistiques. Oui, même Paul Le Guen, il a gagné la Coupe d'Europe et tout ça, des internationaux. Donc, mais dans son fonctionnement, je pense que Laurent Blanc c'est au-dessus, parce qu'il a connu la victoire avec Bordeaux, il a connu le fonctionnement avec l'équipe de France, le très haut niveau avec Paris Saint-Germain, parce que c'était au début de l'épopée qatari. Donc je pense qu'aujourd'hui, il a emmagasiné pas mal d'expérience grâce à ses différents clubs et ses différents passages, et qu'il arriverait peut-être à point nommé à Lyon pour apporter son expérience et faire grandir encore le club. Est-ce qu'on pose la question pour l'entraîneur à Romain? Oui, tu peux. Laurent Blanc, partage mes questions. Si, moi je rejoins Nico, puis par rapport à tout ce que j'ai dit, voilà. Après, c'est pas le fait que Laurent Blanc vienne non plus que ça va tout redorer. Il va pas révolutionner le football. Mais il va pas inventer la roue. Non, mais ouais, moi je serais en tant que supporter, et je serais content. Ouais. Messieurs, Nantes. C'est vendredi. Et oui, vendredi. Pas de répit pour l'Olympique lyonnais. On fait comme les joueurs, on regarde le match, on abandonne le match. Comment ça se passe? Tu démissionnes, ça y est, tu lâches? Je sais pas. Non, moi je suis professionnel, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout. Mais... Ah, c'est bien, Nico. Nantes, est-ce que vous êtes inquiet? Ouais, on pose toujours la même question en fait. C'est terrible de se poser la question sur Nantes, justement, qui perd en plus, qui forcément parce qu'il s'est passé, et paix à son âme. Ça là, forcément, ces Nantais sont touchés, forcément c'est compliqué de poursuivre la saison, c'est légitime. Mais on est obligé de se poser cette question, ce qui est terrible. Justement, tu parlais tout à l'heure de l'irrégularité chronique de cet Olympique lyonnais, de poser cette question en disant, Romain, est-ce que tu es inquiet pour ce match de vendredi et ce déplacement à Nantes? Bien sûr que je suis inquiet, de toute façon, vu les derniers résultats, c'est clair, ça a un peu remué quand même pas mal de choses. Après, à l'extérieur, on est quand même assez performant cette année. Donc voilà, Nantes n'est pas très bien non plus. Par contre, Nantes, je pense que les niveaux état d'esprit, ils y seront. Donc déjà, c'est clair que si nous, on n'y est pas, on va prendre des buts, ça c'est clair et net. Nico? Coach Vaïd va certainement les remonter comme des pendules. Mais je suis inquiet, oui, non. En fait, depuis le début de la saison ou depuis quelques années, on n'a pas de certitude avec cette équipe. J'aimerais les voir réagir, prouver au club, aux supporters que c'était que deux accidents la semaine dernière, qu'ils ont envie de se qualifier pour cette Champions League parce que c'est important parce qu'ils ne vont pas tous partir, même s'il faut faire le ménage, ils ne vont pas tous partir. Et donc l'année prochaine, j'espère qu'il y en a quelques-uns dans l'effectif qui ont envie de jouer la Ligue des Champions. Et que la Ligue des Champions et le podium, ça se mérite. Et donc ça se mérite sur le terrain et pas devant un micro ou une caméra. Est-ce que vous pensez que dans son 11 de départ, justement, il va tenir compte, Bruno Genesio, de ce qui s'est passé dans la semaine? C'est ce que j'aimerais lui dire depuis le début, c'est que il vaut mieux mourir avec ses idées qu'avec les idées des autres, et qu'à un moment donné, peu importe que Memphis ou Traoré ou ou Nabil ou voilà, fait jouer j'aimerais que Bruno fasse jouer ceux qu'il estime les meilleurs pour faire gagner le match, et pas les meilleurs parce qu'on lui a dit ou parce qu'il faut ou parce que voilà, le foot ça reste le foot. Ça reste des efforts, ça reste un collectif, et ça se joue à 11, mais 11 joueurs ensemble vers un objectif commun. Voilà, donc aligner le meilleur 11 et pas les 11 meilleurs. Quelque chose à rajouter, Romain?
Non, ouais, du coup, je repensais ça par rapport à. Du coup, je pensais à Nabil et du coup, ça me rappelait une anecdote moi, que j'ai eue quand je jouais. Bon, c'était en 2e division, mais ça le mérite quand même. Ça m'est déjà arrivé un coach, moi, qui est sorti un joueur au bout de 30 minutes. En première mi-temps, mais c'était pas une sanction, c'est que voilà, t'étais pas performant, on a besoin de toi, c'était un joueur très important. Il l'avait sorti au bout d'une demi-heure, il l'avait expliqué après, il a dit, j'ai sorti parce qu'il était pas bon, mais c'est pas grave. Si la semaine il travaille bien, le week-end prochain il va jouer, il y a pas de problème. Exactement. Mais c'est sûr que des fois il faut savoir trancher. Après c'est difficile, entraîneur c'est très très compliqué, mais c'est plus facile à ma position, je suis d'accord. C'est clair que là nous c'est très facile à dire et tout ça, mais des fois je pense qu'il faut savoir prendre des décisions importantes. Après il aura certainement je pense qu'il va mettre l'équipe de vendredi à Nantes, celle qui aura le mieux travaillé cette semaine et qui aura le plus mérité de jouer, j'espère. En tout cas, je pense que ce serait bien. Merci beaucoup Romain. De rien. Ça fait plaisir de te revoir. Merci Nico. Merci, attends, j'ai pas le choix. C'est comme ça. M'accroche. Et puis surtout, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de Tant qu'il y aura des gones.